Salam alaikum, bonsoir à vous. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui, comme prévu, va traiter de la question du Covid-19 et de ses conséquences sur le plan géopolitique. Alors, pour entrer immédiatement dans le vif du sujet, on va tout d'abord développer un point important, c'est l'avènement finalement de ce Covid-19, d'où sort-il, d'où vient-il, voilà, bon. Quand je dis traiter, en fait, c'est pas tout à fait ça, puisque je vais vite y répondre. C'est vrai qu'on est dans l'impossibilité de donner une analyse factuelle, preuve à l'appui de l'émergence de ce virus. Tout ce qu'on sait, c'est que il a vu le jour à Wuhan, sur le dernier trimestre 2019, que la Chine a été le premier pays impacté et qu'ensuite il s'est exporté à travers le monde. Le pourquoi du comment, est-ce que c'est manipulation humaine ou alors né dans un marché de transmission de l'animal à l'homme, je serais évidemment incapable de le répondre. Et si je tentais de le faire, ce serait que mon petit avis, mon humble avis, qui ne pourrait reposer sur aucun début de preuve. Et c'est là où il y a une réflexion qui s'impose, c'est ce fait que sur Internet, partout, les intervenants qui chacun vient avec son explication, sa certitude, et là-dedans, évidemment, de fait, beaucoup de fake news. Mais ces fausses nouvelles, ces nouvelles qui reposent sur aucun début de preuve. L'origine de tout cela, finalement, quand on recherche l'origine, la naissance de ce type de ce qu'on appelle les fake news, on peut revenir à la fin des années 80, au moment de la chute du mur, et notamment de la révolution en Roumanie, avec la chute de Ceausescu en 89, où pour ceux qui se souviennent, tous les médias, pendant des semaines, avaient parlé des charniers de Timișoara, c'est-à-dire des exactions commises par le régime de Ceausescu, qui avait tué des centaines de gens et qui les avaient enterrés dans des charniers. Or, il s'est avéré par la suite que c'était une totale fake news, relayée par tous les médias occidentaux, et que c'était une nouvelle qui était totalement fausse. Ensuite, en 1991, il y a eu la première guerre du Golfe, et on se souvient de cette fake news qui avait fait le tour du monde, de l'armée de Saddam Hussein rentrant au Koweït, donc à Koweït City, et première chose qu'ont fait les soldats irakiens, c'est de se rendre à la maternité pour débrancher les couveuses. À telle enseigne qu'il y avait même eu une intervenante de nationalité koweïtienne à l'ONU qui était venue pleurer, prétendue infirmière, expliquer qu'elle avait vu ça de ses yeux. Il s'est avéré par la suite que tout cela était totalement faux, mais relayé comme vrai, comme vérité vraie et vérifiée par les médias, et particulièrement les médias occidentaux. Alors je parle des médias occidentaux parce qu'il faut savoir comment est organisée l'information au niveau mondial. Au niveau mondial, l'information est centralisée par 4 agences de presse. Le rôle d'une agence de presse, c'est de collecter l'information, de la trier, de la sélectionner. Donc, on voit le côté subjectif de pourquoi mettre en avant cette information plutôt que celle-là, et d'envoyer les dépêches à leurs abonnés étant effectivement les médias du monde. Or, ces 4 agences de presse, toutes occidentales, 3 américaines et une française, représentent à elles seules 80% du flux d'informations. Alors, ces agences sont Bloomberg, Associated Press, United Press pour la partie américaine et Agence France Presse pour la France. Donc, elles détiennent 80% du flux d'informations. Et voilà. Alors, en plus, sachant que ces agences de presse sont financées à plus de 50% par leurs États respectifs. Les États-Unis, la France pour Agence France Presse. Qu'elles-mêmes, elles délivrent des informations à leurs abonnés, donc si on parle des médias occidentaux, qui sont tous sous perfusion, sous subvention étatique, ou, et souvent les deux, associés privés, donc propriétaires privés, qui sont généralement des industriels qui sont en rapport direct avec le commerce des armes. Donc, vous voyez quel est leur intérêt d'influencer en ce sens l'opinion publique. Voilà. Donc, étant donné qu'on n'est pas en phase d'information libre, que le journalisme d'investigation n'existe quasiment plus, que les journalistes ne font que les copier-coller et ne prennent pas le temps de vérifier et de rechercher, il était normal qu'à l'occasion de la révolution de l'information, donc la naissance d'Internet et des réseaux sociaux,
les gens, effectivement, ils ne sont pas stupides. Ils ont perdu, pour beaucoup, ils ont perdu le crédit qui donnait à ces médias mainstream et ils ont commencé à construire leur propre information. Le pendant de tout ça, c'est qu'on ne sait plus ce qui est vrai, on n'arrive plus à départir le vrai du faux parce que tout le monde peut devenir un relais d'information sans aller faire l'effort d'aller rechercher et très souvent allant plus loin des prérogatives qui sont les siennes et de ses compétences. Donc c'est pour cela que ça ne sert à rien de tergiverser sur les raisons de comment c'est arrivé, par quel vecteur. La stricte réalité, à notre niveau, ce que nous pouvons dire, c'est que nous n'en savons strictement rien du tout. Par contre, nous pouvons nous concentrer sur les conséquences, sur les faits factuels qui sont avérés et ses conséquences. C'est ce que nous allons faire à travers cette vidéo. Une des premières conséquences que nous avons tous observées, c'est le choc incroyable en matière d'images, d'images négatives qu'a subi l'Occident. Quand je parle de l'Occident, je parle des États-Unis et de l'Europe de l'Ouest. Pour preuve, puisque avec 950 millions d'habitants, donc États-Unis plus Europe de l'Ouest, qui représente donc 12% de la population mondiale, ils représentent à eux seuls 40% des décès liés au Covid. C'est quand même incroyable parce qu'il y a eu environ 650 000 morts à ce jour au niveau mondial recensé, dont 143 000 morts, plus de 143 000 morts aux États-Unis et plus de 100 000 en Europe. Donc, représenter 40% des décès pour des pays qui se considéraient comme le phare et de l'humanité, donneurs de leçons. Et on a tous en tête les images des charniers de New York. Charniers, des images qui étaient réservées aux pays du Sud, aux pays du Sud très pauvres, très pauvres. Des charniers, parce que les gens n'avaient pas de place dans les cimetières ou alors il n'y avait pas possibilité de leur offrir une sépulture digne. Ils ont été mis dans les charniers et recouverts à New York. C'est quand même incroyable. Ces images en France, où on est à plus de 30 000 morts, sachant qu'il y a un tiers des morts qui sont morts dans les EHPAD, des vieux. Déjà, la notion d'EHPAD, de ce qu'on appelle des maisons de retraite, d'un point de vue civilisationnel, est extrêmement choquant. Mettre des vieux en fin de vie là où ils ont le plus à transmettre et mettre à l'écart de la société, à l'écart de leur famille, pour les parquer entre eux dans les mouroirs, c'est d'un point de vue d'un Africain, c'est extrêmement choquant. Mais ceci étant, c'est aller plus loin parce que dans ces EHPAD, s'il y a eu autant de mortalité, c'est qu'à un moment donné, il y a eu l'interdiction pour les ambulances de se rendre dans ces EHPAD pour transporter les malades. Ça a été interdit parce qu'on disait qu'ils n'étaient pas la priorité, on ne devait pas les emmener surcharger les services hospitaliers. Donc on a laissé, proprement dit, ces vieux mourir, donc une non-assistance à personne en danger. Et ça allait plus loin. Il y a même des EHPAD qui ont été en déficit chronique de substances médicamenteuses permettant de traiter les patients. Donc voilà, pour un pays qui se présentait comme le phare de la prise en charge dans le domaine médical, la référence, vous imaginez le choc. Ça a été terrible, terrible. Donc c'est une des premières observations qu'on a pu avoir sur la planète, de voir que cet Occident arrogant, impérialiste, qui souhaite donner des leçons à tout le monde, des leçons en termes de droits de l'homme, de développement humain, a été un piètre exemple dans la gestion de cette crise sanitaire. Voilà. Alors, lorsqu'on nous parle de géopolitique du Covid, la conclusion qu'on peut en tirer, ou effectivement une des tendances de fond, c'est que les tensions géopolitiques qui existaient avant le Covid n'ont fait que s'accentuer, s'accélérer. Nous étions déjà avant le Covid dans une tension commerciale vive entre les États-Unis et la Chine, mais le Covid, qui est parti de Chine et qui a causé la mort de plus de 140 000 Américains, a fait que Trump a joué la carte de la responsabilité pleine et entière de la Chine, ce qui n'a fait qu'exacerber les tensions. Et on arrive aujourd'hui à un tel niveau de tension que certains géostratèges considèrent qu'on ne peut plus éviter un affrontement armé entre les États-Unis et la Chine. Pour ma part, je reste dans l'expectative. Pourquoi ? Parce que les Chinois n'ont pas intérêt à un affrontement militaire direct, frontal avec les États-Unis au jour d'aujourd'hui, puisqu'ils considèrent que le temps joue pour eux, ce qui n'est pas faux. Que le temps joue pour eux, puisqu'on a vu la Chine connaître un impact négatif au niveau économique, et puis très vite surmonter cet épisode Covid et refaire partir la machine, ce qui n'est pas le cas des États-Unis. Donc à partir de là, la Chine a tout intérêt à continuer à tracer
son sillon sans chercher à perdre son argent ou son temps dans un affrontement frontal. Alors que les États-Unis, c'est beaucoup plus compliqué, puisque dans le cadre des tensions permanentes qui vivent et dans l'histoire américaine contemporaine, toute l'histoire des États-Unis étant contemporaine évidemment, puisqu'on est en face d'un pays qui a moins de 300 ans d'existence, tout ce qui est relatif aux États-Unis d'Amérique est contemporain. C'est un pays sans histoire. Donc à partir de là, on voit bien que quel que soit le président américain, il y a toujours des velléités guerrières, bien que Trump, de façon factuelle, est le président certainement qui a provoqué le moins d'interventions guerrières, le moins d'implication de son armée dans le monde. Donc, mais Trump va peut-être être élu ou pas. Mais avec la tendance de fond des États-Unis, c'est quand même une crispation et surtout, un refermement sur les États-Unis eux-mêmes. On voit avec Trump et sa politique de America First, c'est-à-dire l'Amérique d'abord, qui a eu pour conséquence le fait qu'il s'est complètement désengagé des structures d'organisation mondiale de type l'OMS, OMS ou UNESCO, entre autres. Et même en ce qui concerne le climat et la lutte contre le réchauffement climatique, les différentes sessions de la COP, où les États-Unis ont décidé de ne plus participer, de ne pas avaliser les accords. Donc on voit bien qu'il y a un repli des États-Unis des affaires du monde, et en même temps une crispation qui rend la situation extrêmement dangereuse, parce que, pour bien comprendre les choses, on est arrivé dans une situation où les États-Unis ont besoin du monde, ont besoin de continuer d'imposer le dollar comme monnaie dans les échanges de matières premières, parce qu'il y a un endettement structurel des États-Unis qui a besoin de vendre plus d'1 milliard de dollars tous les jours pour que ce déficit chronique soit supportable. Et d'un autre côté, une humanité, un monde, le reste du monde qui n'a pas besoin des États-Unis. Qui n'a pas besoin des États-Unis parce que, en fait, les États-Unis, depuis longtemps, ne sont plus une puissance équilibrée. Et c'est en cela que le monde, à l'heure actuelle, est orphelin d'une puissance équilibrée qui aurait une vision qui serait celle de l'harmonie et de la recherche permanente d'une paix permettant au commerce de se développer. Il n'y a pas de puissance équilibrée au jour d'aujourd'hui, puisqu'on ne peut pas considérer la Chine comme puissance équilibrée à ce jour, dans la mesure où, on y reviendra plus tard, mais les outils de contrôle social qui sont appliqués sur le contrôle de ses citoyens avec une restriction des libertés de plus en plus importante, et la gestion des minorités. Je pense évidemment au jour d'aujourd'hui aux Ouïghours, qui sont traités, parqués dans les camps. On parle de plus d'1 million de Ouïghours au jour d'aujourd'hui internés. C'est complètement dingue. Et puis avant les Ouïghours, il y avait les Tibétains. Donc, la Chine ne peut pas représenter une puissance équilibrée. Les États-Unis ne le sont plus, si tant est que les États-Unis ont été un moment. Donc, le monde est orphelin de puissance équilibrée, ce qui provoque l'émergence de puissances moyennes qui, profitant de ce déséquilibre et de cet agenda Covid, vont accélérer leur propre vision de domination régionale. C'est en cela qu'on a vu les puissances moyennes avancer leurs pions. On pense bien évidemment à la Turquie, à l'Inde, au Brésil, à l'Iran, à l'Arabie Saoudite. Donc ces puissances moyennes qui vont avoir des visions sur leur pourtour régional, créant des tensions qui peuvent dégénérer en conflit local. On voit bien la tension qui règne au jour d'aujourd'hui au sud en Méditerranée orientale, avec la volonté des Turcs d'exploiter des ressources hydrocarbures sur leurs côtes, mais qui sont contestées par les Grecs, qui considèrent que cela fait partie de leur domaine maritime. D'un point de vue géopolitique, quand on analyse la carte, on voit une telle imbrication de la Grèce et de la Turquie dans ces histoires d'îles. Je ne sais pas qui peut arbitrer qui appartient à quoi. Bon, la Turquie considère qu'elle est dans son bon droit en prospectant et la Grèce conteste et elle est soutenue en cela par la France. La France qui vient de profiter de la situation pour vendre 19 Rafales à la Grèce. On se demande comment les Grecs vont payer. Les Grecs qui sont endettés, qui servent de cobayes à l'endettement des populations européennes, enfin des États européens depuis 2012, ces Grecs vont acheter 19 Rafales. Donc, comme si la Grèce avait les moyens de faire la guerre à la Turquie. Mais c'est des situations de tension régionale qui voient le jour et qui peuvent dégénérer en conflit ici et là. Bien sûr qu'il ne faut pas le souhaiter, mais c'est le résultat de ce monde déséquilibré et c'est un résultat direct
de conséquences géopolitiques liées à cette affaire de Covid. Un autre point essentiel qu'on peut soulever, c'est les révoltes sociales. Rappelez-vous qu'avant même l'avènement du Covid, vous voyez une multiplication de révoltes sociales sur la planète liées au déséquilibre provoqué par le capitalisme qui enrichit une frange de plus en plus réduite de l'humanité et qui esclavagise une masse de plus en plus importante des citoyens des différents pays. Donc des révoltes sociales chroniques partout dans le monde qui avaient été mises en veille suite aux politiques sanitaires mises en place à l'arrivée du Covid, mais qui ne manqueront pas de repartir une fois cette situation sanitaire, une fois que les choses iront mieux. On le sent bien en France, partout en Europe, mais même ailleurs dans le monde, bien évidemment. Avec une réflexion par rapport à cela, une donnée essentielle, c'est la fin de la politique de la baïonnette. Il faut bien comprendre que dans les siècles précédents, les gouvernants du monde avaient le dernier mot parce qu'ils avaient la possibilité de l'emploi de la force, qu'on appelle la baïonnette trivialement, si nécessaire, en dernier recours. Autrement dit, j'isole la région, je sors les chars, je tire dans le tas, ça fait des dégâts humains, bien évidemment. Enfin, on tue un quota de la population, ça calme tout le monde, et après, on applique des solutions qui permettent de traiter les causes de ce mécontentement social. C'est comme ça que ça se passait, quasiment de façon universelle. Aujourd'hui, la nouvelle donne du monde actuel, c'est que cette politique de la baïonnette, on l'a vu partout, ne fonctionne pas, ne peut pas être mise en œuvre. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, l'interconnexion des humains d'une ville à l'autre, d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre, fait que personne, aucun gouvernement ne peut prendre le risque de prendre les chars et tirer dans la foule. C'est pas possible. Et ça crée une nouvelle donne. Une nouvelle donne qui, effectivement, ne peut qu'accentuer ces révoltes sociales sans connaître, au final, réelles conséquences à terme. Mais, la conséquence de tout cela, c'est que l'arme utilisée par les gouvernants, c'est le contrôle social, grâce aux technologies actuelles de plus en plus pointues. Et en ce sens, la Chine, le Parti communiste chinois, est un exemple de surveillance généralisée de masse à travers la reconnaissance faciale. On a tous vu ces caméras placées dans les villes de Chine où les citoyens marchent et on fixe directement leur visage avec des algorithmes qui vont immédiatement repérer, suivre de près ceux qui sont considérés comme dissidents. À l'aune de ce Covid-19 et des politiques sanitaires qui sont mises en place et de la peur de ces révoltes sociales, on ne peut que craindre la généralisation de ces outils de surveillance sociale qui va être un enjeu de ces surveillances citoyennes, surveillance des citoyens, qui va être un enjeu crucial dans les mois et les années qui viennent, à savoir de faire en sorte que les citoyens puissent empêcher l'avènement de ce Big Brother, parce que sinon, c'est le monde vers lequel on va, c'est-à-dire qu'en tout cas, le monde des villes, le monde citadin, va vivre sous le règne de Big Brother, où tout sera suivi de près, analysé, et où toute dissidence sociale sera immédiatement sanctionnée. Alors, sanctionnée comment ? Pas par une balle dans la nuque, il n'y a plus besoin. Par une mort sociale. Qu'est-ce que la mort sociale ? C'est le fait que vous n'existez plus sur les réseaux. Voilà. Vous n'existez plus. On a vu des cas en France, flagrants, de gens qui ont interdisé de se produire où que ce soit. Vous coupez tous les moyens pour eux de gagner de l'argent. Vous les isolez, ne pouvant plus s'exprimer, ne pouvant plus apparaître, n'ayant plus de source de revenus, vous les tuez socialement. Le décret de la mort sociale, qui se fait d'ailleurs, et c'est ça qui est une régression démocratique incroyable, qui se fait en dehors de toute sphère et de toute décision judiciaire et de tout recours possible. Aujourd'hui, quand vous êtes banni d'un réseau social, vous n'avez aucun recours. Vous avez des recours, mais qui sont de faux recours. Vous n'avez affaire à personne. Vous êtes dans une relation impersonnelle à la machine qui décide que vous ne correspondez plus aux standards définis de façon unilatérale par ce réseau faussement social, d'ailleurs, et pas du tout démocratique, qui fonctionne très concrètement de manière dictatoriale et qui vous éjecte, voilà, et qui décrète que vous n'existez plus. Donc, soit vous restez dans le cadre où vous avez le droit de vous exprimer dans certaines lignes, soit vous sortez et vous n'existez plus, votre parole n'est plus audible. Ça, c'est la situation de tout ce conflit entre les tenants du tout sécuritaire qui voudront imposer ces outils technologiques sur toute la planète
et les citoyens du monde entier, ceux en tout cas qui considèrent que leur liberté individuelle n'est pas négociable, qui vont devoir se mobiliser et réussir à empêcher l'avènement de Big Brother. La réponse, seul l'avenir le dira. Mais en tout état de cause, c'est un enjeu majeur que le Covid, à l'occasion du Covid, n'a fait qu'accentuer et que tout le monde aujourd'hui peut se rendre compte, bien évidemment. Alors, un autre élément probant et que tout le monde peut vérifier là également, un élément statistique facilement vérifiable, qu'a révélé cette crise sanitaire du Covid, c'est l'explosion de l'endettement mondial à des niveaux stratosphériques jamais atteints. On est à un niveau d'endettement mondial aujourd'hui qui est supérieur à 1945. En 1945, c'est la Deuxième Guerre mondiale qui a vu des pays entiers ravagés, donc qui n'avaient aucun moyen de levier à part s'endetter. On est aujourd'hui au-dessus, puisqu'on représente, tenez-vous bien, le niveau d'endettement mondial aujourd'hui représente 2,7 trillions de dollars, c'est-à-dire 270 000 milliards. 270 000 milliards d'euros d'endettement, soit 102% du PIB mondial. C'est-à-dire que toute la richesse produite en un an dans le monde, le niveau d'endettement, c'est 102%. C'est au-dessus de ce qu'on produit comme richesse dans le monde. C'est des niveaux jamais atteints et qui vont immanquablement, bien évidemment, avoir des conséquences très importantes sur les populations des pays endettés et sur l'épargne, comme on va le voir. Alors déjà, il y a une observation intéressante à faire en ce qui concerne, si on fixe une loupe sur l'Europe, c'est flagrant de constater que les politiques sanitaires restrictives, donc de déplacement social, de confinement, de port du masque, sont d'autant plus sévères que le niveau d'endettement est élevé. C'est dans l'Europe du Sud, c'est l'Europe du Sud qui a connu effectivement France, Espagne, Italie cumulées près de 100 000 morts. Et c'est là qu'on a les politiques de restriction, les politiques les plus dures en matière de contrôle du citoyen. Alors que dans les pays du Nord, très peu endettés, prenons le cas de la Suède n'a pris quasiment aucune mesure. Ni de confinement, ni de liberté de circulation, ni de port du masque, rien. Rien n'est imposé. Et en l'occurrence, pourquoi ? Parce que la Suède, ça représente 30% de l'endettement en rapport au PIB, à son PIB. 30%, la France, c'est 140%. D'accord ? La France, c'est 140%, avec près de 2500 milliards d'euros d'endettement. C'est plus de 40 000 euros par tête en France. Plus de 40 000 euros. Une famille de 4 personnes doit 160 000 euros aux créanciers. Donc, vous imaginez, les économistes expliquaient qu'au-delà de 60%, c'est terminé. On a franchi le Rubicon. À telle enseigne que l'Allemagne, qui reste attachée à l'Europe, parce que jusqu'à présent, l'Allemagne a bien profité de l'euro. L'Allemagne qui était la gardienne du temple de la rigueur budgétaire, a été obligée de lâcher face aux mauvais élèves. Donc, plus rien ne vaut rien. Ce que je veux expliquer par là, c'est pourquoi les États très endettés ont les politiques les plus restrictives. C'est parce qu'ils savent très bien que leur marge de manœuvre est extrêmement faible. Ils n'ont pas les moyens demain de mener une politique de prise en charge sanitaire à la hauteur. Ils ne l'ont pas. Ils n'ont pas la marge de manœuvre. Donc, ils ont plutôt tendance à paniquer et à restreindre pour rester dans quelque chose que tout le monde peut reconnaître sans aller plus loin, n'est-ce pas ? Dans les choses qui ne seraient, encore une fois, que de l'hypothétique ou de l'extrapolation. Voilà, il y a une corrélation, notez-le bien, il y a une corrélation directe, on voit bien avec les Suisses qui n'ont pas de politique de confinement, alors qu'au sud, ils ont l'Italie, et sur la façade ouest, ils ont la France, et voilà, qui sont des pays très touchés, donc c'est incompréhensible. Et pourtant, effectivement, c'est bien ce qui se passe, cette corrélation directe, en tout état de cause. Ce niveau d'endettement fait qu'il y a une fuite en avant, et si on prend le cas du gouvernement français actuel, qui, lors de la crise de Covid et du confinement, a pris tout le monde en charge, ou quasiment tout le monde, à travers le chômage partiel, payé par l'État. Et quel argent, vous allez me dire ? À travers un artifice comptable. Un artifice comptable qui consiste à émettre de la dette publique, non pas émise sur le marché, mais directement rachetée par la Banque de France. Donc, qui rachète cette dette émise contre argent sonnant et trébuchant. Mais quel argent ? La planche à billets, ni plus ni moins. Donc, la conséquence, c'est que cet argent qui passe par les banques finit en partie vers les marchés financiers. C'est que les banques vont spéculer sur les marchés financiers, ce qui crée une bulle des bourses qu'on vit actuellement, une déconnexion totale de la bourse avec l'économie réelle.
Je rappelle que la bourse, dans le système capitaliste, a toujours eu pour fonction de permettre la levée de capitaux et a toujours été le pouls de l'économie, c'est-à-dire le reflet de la santé économique. Comment expliquer qu'en pleine implosion, alors que tous les indicateurs sont au rouge, que la bourse se porte bien à des niveaux extrêmement élevés qui n'ont plus rien à voir avec la situation économique réelle. C'est lié à cet argent qui afflue, ce faux argent, cette monnaie de singe qui va également être redistribuée aux ménages à telle enseigne que les Français, pendant les quelques mois de confinement, ont mis de côté plus de 100 milliards d'euros. Parce qu'ils ont arrêté de consommer, ils ont sous de l'argent, et que la peur du lendemain on fait qu'on arrête de consommer, les loisirs, les sorties, voilà, les dépenses futiles, et qu'on met de côté. Mais seulement, on met de côté du faux argent. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand je dis du faux argent, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que, à partir du moment où les gouvernants jouent les apprentis sorciers et la fuite en avant avec la monnaie, ça s'est toujours vu dans le passé, faites vos recherches, ça s'est toujours vu dans le passé, ça finit toujours mal pour les épargnants. Au final, c'est toujours les épargnants qui payent la note. Parce qu'une dette, ça se paye. Ça se paye soit par une dévalorisation totale de l'épargne, soit par une ponction pour payer les créanciers, mais en l'occurrence, ça se finit toujours mal pour les épargnants. Et qu'est-ce qu'on peut prévoir dans les mois et les années qui viennent par rapport à cela? Et à mon avis, ça va aller extrêmement vite. C'est le fait que quand on voit les outils en main du gouvernement français et d'autres, bien évidemment, c'est le fait que la dématérialisation de la monnaie. La dématérialisation de la monnaie, et tout le monde pourra reconnaître qu'on demande aux citoyens d'utiliser de moins en moins de cash. Et d'ailleurs, le Covid a été un bon prétexte en expliquant que la monnaie papier, même les pièces, était un vecteur de contamination. Et donc, on voit bien petit à petit, aujourd'hui, vous voulez acheter des choses en espèces, c'est pas possible. Venez acheter une voiture à 20 000 euros avec 20 000 euros en cash, ce sera pas possible. Pourtant, vous avez de l'argent. Vous aurez beau prouver que c'est de l'argent honnête, l'argent dûment gagné du fruit de votre travail, le concessionnaire ne voudra pas en entendre parler. Et il ne manquera pas de vous signaler, d'ailleurs, de vous dénoncer au passage, parce qu'il aura l'obligation de le faire. C'est ça la situation. Allez demander à retirer 10 000 euros à votre banque en disant « je veux le mettre sous mon oreiller, je veux le voir ». Vous regardez cet argent, vous allez voir, ça va être extrêmement difficile pour vous de l'obtenir. Donc, nous avançons sûrement vers effectivement des lois qui vont promulguer la dématérialisation totale de la monnaie. Pourquoi? Parce qu'une fois la dématérialisation acquise, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de cash. C'est-à-dire qu'en fait, la monnaie, l'euro devient une crypto, n'est-ce pas? Mais une crypto centralisée aux mains des banquiers. Comment se passera le paiement de l'impôt? Quelle que soit la politique fiscale, qui peut être à un niveau captatrice dont on n'imagine même pas, elle sera prélevée à la source, directement sur le compte. Vous ne pourrez rien faire. Ça se fera directement, ponctionné par le banquier sur votre compte et payé à l'État, sans que vous ayez votre mot à dire. Parce qu'à un moment donné, il faudra bien payer. Donc, les épargnants paieront. Ça, c'est inévitable. Et ceux qui s'imaginent que la dette sera effacée par un coup de baguette magique, tournez-vous vers la Grèce. Vous voyez la situation grecque. Les Grecs, après des années de sacrifices, sont toujours au même niveau d'endettement de l'ordre de 300 milliards, n'ont retrouvé aucune marge de manœuvre. Ils ont servi de cobaye pour voir jusqu'à quel point les révoltes sociales pouvaient effectivement contrebalancer les politiques d'austérité. Et on a bien vu, même avec l'élection d'un gouvernement comme Tsipras, anti-européen, anti-dette, rappelez-vous, avec son ministre des Finances, Varoufakis, quand il y a eu le plan d'austérité qui lui était imposé, qu'est-ce qu'a fait Tsipras? C'est qu'il a organisé dans son pays un référendum pour demander à son peuple est-ce que j'accepte de signer ou pas, en conseillant lui-même de ne pas accepter. Les Grecs ont voté à plus de 60% non, hors de question. Tsipras est parti à la Commission européenne avec la légitimité démocratique en disant « je suis la Grèce, je représente la Grèce », où est née la démocratie. Nous sommes le socle des valeurs qui ont vu naître l'Occident. Donc, vous ne pouvez pas me traiter sous l'aune purement financier. La réponse des technocrates de Bruxelles, ça a été quoi? La réunion a eu lieu un dimanche. Ils ont dit, on va t'expliquer mon coco, tu vas repartir en Grèce, ton référendum, on n'en a rien à faire. Demain, on ferme les vannes, il n'y a plus un centime qui tombe dans tes banques, t'es foutu, t'es ruiné. Tu fais quoi? Voilà, Varoufakis a démissionné, Tsipras a signé, et on connaît la suite. Voilà, donc
les référendums démocratiques, les technocrates qui, eux, au passage, sont nommés et non élus, ils n'en ont eu rien à faire. Donc, on voit bien que toutes ces tendances de fond vont continuer à s'accélérer, c'est-à-dire s'accélérer dans le cadre d'une esclavagisation massive des populations européennes, qui est un continent, en ce qui concerne en tout état de cause des pays du sud de l'Europe, extrêmement, extrêmement endetté. Voilà. Donc, vous voyez la situation, à savoir une épargne qui est clairement en danger, puisque la crise systémique financière et bancaire qui va arriver, qui va suivre l'implosion économique et sociale, puis la crise politique, enfin avant la crise politique, l'implosion bancaire et financière, va ramener la crise de 2008 à une balade de santé. On est à quelque chose qui va provoquer une situation monopolistique de la banque, c'est-à-dire que les banques les plus grosses, les plus fortes, vont racheter toutes les banques moyennes et les banques petites. Donc une concentration du capital à telle enseigne que les gouvernements, et c'est déjà le cas européens, sont dépossédés de toute prérogative politique et n'auront plus qu'à appliquer les politiques qu'on leur demande, à savoir en premier lieu la dématérialisation de la monnaie et donc l'organisation de la spoliation d'une partie de l'épargne des citoyens, qui vous empêchera par exemple de faire un virement à l'étranger. Vous aurez un quota dans le cadre du contrôle d'échange qui vous sera alloué pour voyager si vous le souhaitez. Autant vous dire qu'au passage, le tourisme de masse, il est mort. C'est-à-dire que le fait d'aller passer une semaine dans un hôtel, voilà, tout inclus, les coûts qu'on connaissait, on pouvait partir pour 500 € par semaine, c'est mort, c'est fini, terminé. C'est-à-dire que ça, il faut bien se rendre compte que ce modèle-là est mort, mais vous aurez le droit de voyager à condition de certaines conditions que vous devez remplir et avec un quota de dépenses plafonnées. Donc voilà, c'est ce qui attend les populations en Europe. Alors, tout ça nous amène effectivement à penser à faire de la prospective, et je pense que nous avons une certaine légitimité par rapport à ça. Je rappelle que j'avais eu l'occasion, depuis 2017 au moins, d'annoncer les événements actuels en disant qu'ils surviendront entre novembre 2019 et mai 2020, à travers des raisons que vous pourrez revoir dans ma vidéo sur ma chaîne Karim Ben Abdelkader, pas celle-ci, mais l'autre, dédiée à la crypto, Karim Ben Abdelkader. Comment savions-nous Comment savions-nous? Et elle vous expliquera comment nous avions pu déterminer cette date de novembre 2019 à mai 2020, et ce depuis 2017. Alors, la conséquence de tout cela, c'est-à-dire de la dématérialisation de la monnaie, avec une pression fiscale de plus en plus élevée et un prélèvement directement par le banquier sur le compte en banque. Immanquablement, ceci va provoquer une migration d'une partie de l'épargne vers la blockchain. Parce qu'à côté de ça, il y a la blockchain. La blockchain, c'est une révolution technologique qui existe depuis 2009 et qui a permis de voir le jour à la crypto. C'est-à-dire, la crypto, c'est quoi? La blockchain, c'est quoi? C'est le web 3e génération. Le web 2e génération, c'est le web de l'information. Le web 3.0, c'est le web de la valeur qui permet de détenir et de transférer de la valeur en toute sécurité, tout en supprimant l'intermédiaire de confiance. En l'occurrence, dans ce cas, l'intermédiaire de confiance, c'est le banquier. La banque avait pour rôle, pendant des siècles, de servir d'intermédiaire en inscrivant dans ses registres que M. X a bien un dépôt de tant d'argent ou que M. X a transféré de l'argent à M. Y. C'était ça le rôle de la banque. C'est de servir de registre, voilà, reconnu, officiel, permettant de déposer son argent en toute sécurité. La blockchain, grâce au contrat intelligent, supprime cet intermédiaire de confiance et permet la détention et la transmission de valeur en toute sécurité sur des registres infalsifiables. Je vous invite, pour ceux qui ne connaissent pas cette technologie, à faire des recherches sur la blockchain. Vous verrez, c'est une technologie qui vaut le détour et qui marquera l'histoire de l'humanité pendant encore très longtemps et qui n'est qu'à ses débuts. Alors, les gens, évidemment, pour des raisons utilitaires, vont s'intéresser à la technologie blockchain, vont s'intéresser aux cryptos, et il va y avoir une migration importante d'une partie de l'épargne vers la crypto. Aujourd'hui, le monde de la crypto, c'est rien, c'est ridicule, c'est 300 milliards de dollars. 300 milliards de dollars, c'est peanuts à l'échelle du niveau d'endettement, par exemple, des États. Mais si on prend le shadow banking, qui est en fait le transfert des banques vers leurs paradis fiscaux, puisqu'il y a un transfert organisé de la finance mondiale, et c'est pour ça que ces paradis existent, on parle pour l'année 2019 de 92 000 milliards de dollars. Vous voyez, 300 milliards, 92 000 milliards de dollars, sans parler des capitaux investis sur les produits dérivés. Enfin voilà, c'est peanuts, 300 milliards de dollars. Mais il y a un avenir énorme, justement, énorme. Et ça veut dire que les gens qui se positionnent aujourd'hui
se positionne en pionnier dans quelque chose qui va prendre de la valeur de manière exponentielle dans les années à venir, au gré des mesures qui vont être prises face au règlement obligatoire de la dette. Voilà. Donc, la blockchain va continuer son déploiement. On considère généralement que les technologies, pour arriver à maturité, mettent généralement 30 ans. Sachant que le temps s'accélère, vous considérez que ça devrait être normalement moins. Mais la blockchain a vu le jour, on va dire, en 2010, 2009, 2010. Voilà, donc 20 ans, ça nous ramène en 2030. Donc on est dans une décennie là où les choses vont se passer. Énormément de bouleversements vont avoir lieu dans les 15 à 20 ans à venir. Mais qu'en l'occurrence, les gens qui sont précurseurs et qui prennent les devants et qui migrent une partie de leur épargne vers la blockchain, vers les cryptos, réalisent à partir de là, à mon avis, un arbitrage salutaire. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à l'évolution de la valeur. Et d'ailleurs, pour finir sur ce point, dans l'histoire de l'humanité, la période où les gens ont utilisé du papier, donc des billets qui reposent sur rien, forcément, va être une période très courte et éphémère. Fut un temps dans l'humanité, dans certains endroits du monde, les gens utilisaient les coquillages. Donc ça peut vous faire sourire. Les gens utilisaient les coquillages comme monnaie d'échange. On peut considérer qu'en 2 générations, vos petits-enfants vous interrogeront en disant « mais c'est pas possible ». C'est vrai que de ton temps, tu utilisais des billets colorés, du papier coloré pour payer, pour acheter une voiture, par exemple, tu pouvais l'acheter avec du papier coloré. Oui. C'est-à-dire, quand je dis papier coloré, c'est-à-dire qu'il repose sur rien. La monnaie, pendant des siècles et des siècles, avait un sous-jacent. En l'occurrence, qui était l'or, les talons or. C'est-à-dire que les pièces d'or, les louis d'or, le dinar, le dirham, c'était des pièces d'or. Petit à petit, au vu des échanges du commerce dans l'histoire de l'humanité, c'est des alliages. Puis après, on est arrivé à des métaux qui n'étaient plus des métaux précieux, comme le cuivre, par exemple, mais qui étaient échangeables à tout moment contre de l'or. Voilà. C'est les accords de Bretton Woods qui ont supprimé les talons or. C'est extrêmement récent dans l'histoire de l'humanité. Et ça ne va pas durer longtemps. Parce que cette parenthèse de l'histoire où la valeur d'échange, quand la monnaie ne repose sur rien, à part la confiance, ne peut pas durer. Et d'ailleurs, la blockchain a réglé le problème, puisque la blockchain, justement, règle cette problématique de confiance. C'est que les registres sont infalsifiables, donc la question de confiance est réglée. Donc pourquoi je laisserai mon argent qui a vocation à être une crypto centralisée aux mains du banquier et du gouvernement, et si j'ai le choix de le faire migrer vers un espace décentralisé où je reste libre, le choix est vite fait. Voilà. Donc c'est en cela que l'avenir de la blockchain et crypto, je conseille de suivre ça très près parce que c'est un avenir qui va vous concerner très très vite. Alors dernier point dans le cadre effectivement de cette vidéo, c'est une parenthèse sur l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est quand même extraordinaire dans ce changement radical d'un point de vue géopolitique. L'Afrique oubliée, l'Afrique continent des génocides, continent des épidémies, c'est l'Afrique qui s'en sort de très loin le mieux. Voilà. C'est très simple. L'Afrique, c'est 1,3 milliard d'individus. 1,3 milliard d'individus, à ce jour, 32 000 décès recensés. Et les chiffres sont réels, parce que vous avez l'OMS sur le terrain. Voilà, la peur justement d'avoir des foyers de contamination qui ne sont pas, qui passeraient à travers. Donc, il y a un maillage de l'Afrique. Je ne vous dis pas les moyens qui sont mis sur le terrain. Donc, en Afrique, c'est peut-être là où les chiffres sont les plus réels sur le plan mondial. Donc, 32 000 décès, soit moins de 5% de la population. Moins de 5% du décès total au niveau mondial. Je rappelle que l'Europe de l'Ouest et les États-Unis, c'est 40% des décès. 5% l'Afrique. Donc, les raisons. Il n'y a pas de raison au jour d'aujourd'hui scientifique, avérée, prouvée. Il n'y a que des hypothèses là également. L'hypothèse du climat s'est effondrée. On a vu qu'en plein été, ça n'a pas empêché le virus de se développer. Donc, l'explication du climat ne tient plus. Reste l'explication des jeunes, du taux de jeunes. L'Afrique est un continent jeune. On a vu que les jeunes, effectivement, étaient moins impactés. C'est une explication parmi d'autres. L'autre explication, ce serait effectivement le système immunitaire des Africains qui est beaucoup plus résistant du fait que l'Afrique consomme beaucoup moins de produits transformés issus de l'agroalimentaire, donc beaucoup moins de poisons, et beaucoup moins de substances médicamenteuses issues de Big Pharma, donc beaucoup moins. Donc, ce qui permet d'avoir effectivement des systèmes immunitaires beaucoup plus résistants et donc un taux de mortalité qui est ce qu'il est, à savoir le plus faible au jour d'aujourd'hui en pourcentage au niveau mondial. Voilà, mais ceci reste à ce stade uniquement
des hypothèses. Par contre, l'Afrique, on sent bien au jour d'aujourd'hui que c'est l'enjeu majeur post-Covid des années, des décennies qui viennent. Parce que l'Afrique est riche de son sous-sol. L'Afrique, c'est, faut-il le rappeler, la concentration de toutes les matières premières. La première comment dire, en volume, en surface de terre arable. Or, on sait que manger la nourriture va être un enjeu crucial avec le réchauffement climatique, qui est une réalité dans les années et les décennies qui viennent. Donc, l'Afrique a une carte majeure à jouer, et d'autant plus que la difficulté structurelle de l'Afrique, on la connaît, elle est structurelle liée à sa désorganisation de ses sociétés ancestrales, à qui on a imposé de nouvelles formes d'organisation, de systèmes qui ne lui convient, mais pas du tout. C'est-à-dire que l'Afrique n'a pas pu, puiser dans ses sources endogènes pour construire le système qui lui convient de par son histoire, sa culture, ses croyances. On a empêché l'Afrique, lui imposer des modèles qui ne lui conviennent pas du tout. On est allé jusqu'à lui imposer les frontières. Mais ceux qui ont imposé cela, c'est-à-dire les politiques néocoloniales et politiques impérialistes, vont être, du fait de l'endettement structurel, en cours de moyens. Voilà, ils ne vont plus avoir leurs moyens de leurs ambitions. Et ça va permettre à l'Afrique, qui voit son taux d'alphabétisation grimper au jour d'aujourd'hui, on peut considérer qu'une majorité d'Africains non seulement savent lire et écrire, mais sont en bonne santé, population jeune, donc dynamique, créative, et on le voit bien par rapport à la mobilisation des sociétés civiles africaines qui sont réelles, va vouloir prendre son destin en main et que personne ne pourra empêcher ce mouvement. Alors, si on va plus loin et qu'on se projette dans les décennies à venir, j'y reviendrai en détail dans une autre vidéo, mais si on analyse le trend historique, on se rend bien compte qu'on est en face d'un phénomène dit d'ubérisation. D'ubérisation, c'est-à-dire que les structures existantes qui fondaient le capitalisme peuvent s'effondrer à une vitesse incroyable. Aujourd'hui, n'importe quelle grosse société multinationale, sa peur bleue, c'est de se faire ubériser. Prenez le cas d'un groupe hôtelier comme Hilton, qui était le premier groupe hôtelier au monde, avec un parc immobilier incroyable sur la planète, s'est vu ubérisé en quelques années par une simple application mobile, Airbnb. Vous voyez, donc les choses, les technologies franchissent, font bouger les lignes, et l'Afrique, les populations africaines sont friandes de nouvelles technologies. C'est incroyable. L'échange en crypto-monnaie a augmenté de 55% en 2019. C'est-à-dire que les Africains, à chaque fois qu'il y a une utilité dans la technologie, vont immédiatement se l'approprier, immédiatement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plus de smartphones en circulation en Afrique qu'en Europe. C'est une réalité parce que les Africains n'ont jamais connu la téléphonie fixe et qu'ils sont passés directement à la technologie smartphone. Alors tout ça pour dire que le trend d'ubérisation, si on devait faire une prospective longue sur un quart de siècle, d'ici 2050, on va vivre une ubérisation des États. C'est-à-dire qu'en fait, l'État-nation tel que nous le connaissons, centralisé, qui décide de tout, qui prend la main sur le citoyen et qui décide de sa vie, de sa naissance à sa mort, c'est terminé. Enfin, ça va terminer. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi cette histoire d'endettement massif, stratosphérique, va faire un moment que le château de cartes va s'effondrer et que l'État ne va plus avoir les moyens de sa politique. Ce qui va rester au cœur de l'État, c'est la politique régalienne, du type l'armée, par exemple. Voilà. Mais on va retrouver une organisation, d'ailleurs, qui profitera totalement à l'Afrique, puisque c'est son organisation originelle, basée sur des communautés locales qui prennent en main leur destin, qui s'organisent, qui lèvent l'impôt, qui réaffectent l'impôt localement et qui versent ce qu'il faut à l'État central par des systèmes d'allégeance qui ont toujours existé en Afrique. Si on prend le cas du Maroc, par exemple, le système d'allégeance va au sultan, et le sultan qui délègue effectivement à des organisations locales, aux populations locales, leur propre organisation. Mais ce qui va permettre ça, c'est la technologie, et la technologie blockchain qui règle tous les problèmes de confiance. Donc, ça va permettre une accélération, une prise en charge au niveau local des populations qui va réorganiser totalement la notion d'État, la notion d'État lui-même. Et c'est ce qu'on va appeler l'ubérisation des États. Alors, il y a des civilisations et des pays qui sont résilients. C'est le cas de l'Afrique. L'Afrique, alors là, sans problème, puisque ce qui lui a été imposé jusqu'à présent, c'est du n'importe quoi. C'est ce qui faisait le sous-développement structurel, l'impossibilité de mener des politiques de développement parce que les États centraux étaient de fait très faibles, avec peu de ressources et sans prise sur leur potentiel.
qui profitaient à des éléments étrangers à travers l'organisation de la rapine et les pactes de corruption. Tout cela va sauter du fait que la population jeune, dynamique, lettrée, l'augmentation des classes moyennes vont prendre leur destin en main et vont être servis par les technologies, notamment la technologie blockchain. Donc, ce qui va représenter un potentiel formidable dans les années et les décennies qui viennent. Et celui qui mise sur l'Afrique a tout compris, tout compris. Et d'ailleurs, pour finir, à ce propos, vous savez que je suis à la tête d'un projet avec toute mon équipe qui avons monté et avons lancé depuis avril 2018, une crypto-monnaie qui s'appelle le Zincoin, qui est cotée depuis novembre 2019 sur les marchés, sur la plateforme Bbox, sur la plateforme Probit, qui a été vendue lors d'une vente mondiale entre 7 centimes et 45 centimes, et qui vaut, au moment où je parle, autour de 1,30 $. Voilà, donc depuis novembre 2019. Donc vous voyez le potentiel de l'Afrique, le potentiel de la blockchain. Celui qui mise sur la blockchain, la crypto et l'Afrique, mise sur un pari gagnant et préserve, encore une fois, son épargne qui ne manquera pas d'être spoliée, surtout s'il vit dans la sphère occidentale, ultra endetté et qui vit effectivement des bouleversements qui ne font que commencer, notamment l'implosion économique et les révoltes sociales à venir. Donc voilà, alors ceux qui veulent aller plus loin et qui s'intéressent, n'hésitez pas à visiter notre site internet zincoin.io ou écrivez à l'adresse mail qui s'affiche contact@zincoin.io. Posez vos questions. Si vous n'avez pas eu connaissance de ce projet, c'est toujours le moment de le rejoindre, d'acquérir du Zincoin et de s'intéresser à notre nouveau projet, à notre nouvelle crypto qui va rentrer sur les marchés en avril 2017, qui est le ZIRI. Et là, je vous invite également donc, à aller sur le site www.ziri.io ou pareil, à envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche contact@ziri.io. Voilà, donc n'hésitez pas, étudiez ces projets si vous ne les connaissez pas. Si vous les connaissez, ma foi, eh bien, merci d'être présent et de vous tenir informé. C'est toujours un plaisir d'avoir ces échanges avec vous. Je ne manquerai pas d'agrémenter cette chaîne de nouveaux sujets permettant d'ouvrir les réflexions. Donc, d'ici là, si vous le souhaitez, et je vous en remercie d'avance, likez, partagez, gardez contact et à très bientôt. Merci à vous. Bonne soirée. Salam alaikum.